pour cette intervention de Cyril Ramaphosa, l'hôte de ce sommet. Avec nous, Kémy Séba, qui est président de l'ONG Urgence panafricaniste, philosophe, essayiste, militant panafricain. Merci de nous avoir rejoints. Avant vous, il y avait Nathalie Yang, que vous connaissez bien. Donc on part toujours sur cette même lancée. Vous avez vu, on a une vue magnifique ici. Le Sud global, ça veut dire quoi pour vous, Kémy Séba? Le Sud global, ça veut dire le présent et l'avenir de l'humanité. Le Sud global, ça veut dire au-delà même d'une géographie, une majorité de l'humanité qui a été pendant trop longtemps oubliée, qui a décidé de se prendre collectivement en main. Et ça donne quelque part une matérialisation à travers cette émanation des BRICS qui promet et propose une alternative au monde unipolaire qu'on a connu depuis trop longtemps en réalité. Donc voir autant de peuples converger vers une même destinée, avec un objectif de proposer un autre schéma que ce que nous avons connu pendant trop d'années, c'est quelque chose qui est porteur d'espoir, à mon sens, et sur lequel, avec lucidité, avec distance critique aussi, on doit être capable de penser, de réfléchir pour proposer les meilleures alternatives. Nous sommes tous force de proposition, on parlait avec un certain nombre d'autorités lors de ce forum, et chacun doit être quelque part un porte-parole de ce projet des BRICS. On doit être dans une logique d'élargir cette dynamique tout en comprenant qu'il y a des conditionnalités qui doivent être très strictes et respectées pour ne pas péricliter ce projet, à mon sens. Alors vous défendez les intérêts des populations du Sud global, mais du monde entier finalement. On ne va pas mettre de barrières. C'est vrai que les BRICS s'engagent à travailler dans l'intérêt des peuples. Est-ce que vous y croyez vraiment? J'y crois fondamentalement, parce que ces pays ont tous un point commun. Ce ne sont pas des pays qui ont colonisé. Ce sont des pays qui, au contraire, ont été pendant trop longtemps, très souvent, été traités comme des pays de seconde zone en réalité. Et je pense que l'oligarchie occidentale, l'oligarchie néolibérale, n'a pas vu venir la croissance de ces pays et a encore moins vu venir la convergence de ces pays-là. Qu'ils se développent chacun de leur côté, c'est une chose, mais qu'ils convergent tous vers une direction qui va dans le sens de l'autodétermination collective de ces peuples. Je pense qu'ils ne l'avaient pas vu venir, et aujourd'hui, évidemment qu'il y a des choses qui doivent être corrigées. Évidemment que tout ne doit pas être enjolivé. Je veux dire, on regarde l'exemple du Brésil. Moi, je suis un très grand sympathisant de Lula. J'aime beaucoup le président. Je sais aussi qu'au Brésil, il y a encore des inégalités sociales qui sont réelles. On va en Inde, le système des castes, on le connaît aussi. Il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais ce sont des gens qui sont porteurs, à mon sens, d'un autre projet civilisationnel. Et tout en étant critique sur certains aspects, je pense qu'on ne peut pas nier non plus le degré d'espérance que revêt ce projet. Alors vous avez cité l'Inde, vous savez que le Premier ministre Narendra Modi, il prône le non-alignement d'une certaine façon. Il n'est pas le seul parmi les leaders des BRICS. Il remet au goût du jour, finalement les BRICS remettent au goût du jour ce concept de non-alignement. Est-ce que ce concept, il a réellement sa place aujourd'hui? Moi, je crois qu'il faut contextualiser le non-alignement. Le non-alignement hier, c'était entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était entre le capitalisme et le communisme. Le communisme a été éteint sur le terrain économique. Le capitalisme a gagné de manière complète et a muté dans son ultime forme, qui est le globalisme néolibéral, à la fois sur le terrain économique et sociétal. Et je pense qu'aujourd'hui, le non-alignement, c'est le refus de l'hégémonie de l'occidentalisation. C'est ça le vrai non-alignement, à mon sens. Ce n'est pas le fait de dire je suis ni pour l'un ni pour l'autre. La preuve en est que le Premier ministre Modi lui-même est membre des BRICS. À l'intérieur de ces BRICS se trouve Vladimir Poutine. Donc l'Inde est alliée, même si l'Inde a tendance à s'allier avec tout le monde en réalité pour servir ses intérêts. Ils ont bien raison, mais l'Inde est alliée, à mon sens, plus proche de la Russie et d'autres pays. Je pense que le non-alignement aujourd'hui, c'est le refus de l'occidentalisation, de l'hégémonie de l'occidentalisation, le refus de l'OTAN. Et j'ai même envie de vous dire le refus aussi de prendre position dans le conflit en Ukraine. Et je pense que c'est très impertinent de le faire aussi. Soit ils prennent position, soit ils disent qu'ils laissent les autres se débrouiller. Je pense que c'est du domaine de l'intelligence aussi. Alors on associe, en tout cas les leaders des BRICS associent le Sud global au multilatéralisme. Est-ce que c'est dans l'intérêt véritablement? Est-ce que le multilatéralisme va être bénéfique aux populations, vous croyez? De facto, on a vécu pendant trop longtemps dans l'unilatéralisme quelque part. Le monde, les relations internationales étaient caractérisées par le rapport de l'Occident avec le reste de l'humanité. Le fait de dire qu'on ne veut plus l'unipolarité, mais la multipolarité, que l'on veut être dans une logique de réciprocité et une capacité à comprendre que l'intérêt de l'un, c'est un petit peu ce qu'on dit dans l'Ubuntu. Je suis parce que vous êtes, c'est une philosophie profondément africaine. Et là, l'Odo, l'entraide, c'est cette solidarité, comprendre que le dépassement de l'un permet le dépassement de l'autre. Si on est tous dans une démarche de vouloir s'élever collectivement, je pense que ce n'est que comme ça qu'on pourra avancer. Et le multilatéralisme, pour moi, est l'option absolue pour que les peuples puissent avancer, tout en précisant quand même toujours
jour. Parce que des gens peuvent avoir tendance à penser que les BRICS seront la solution à tout. Si un pays n'est pas géré à l'intérieur de ses frontières de manière rigoureuse, de manière correcte, s'il n'y a pas une lutte contre l'injustice sociale, s'il n'y a pas une volonté d'assainir les finances, les BRICS ne vont pas sauver le pays. Donc il y a un travail qui doit être fait. Il y a des pays qui sont demandeurs, j'en ai vu certaines délégations qui sont là, qui sont demandeurs pour intégrer les BRICS. Il y a un travail qui doit être fait, à mon sens, auparavant pour que l'on puisse avancer. Tout à l'heure, je le disais, je précisais que les BRICS mettent en avant leur leadership économique, notamment on sait qu'ils ont dépassé en termes de contribution, le G7, contribution au PIB mondial, mais est-ce que c'est significatif pour vous? Parce que vous savez très bien que les leaders raisonnent en termes de PIB mondial, PIB national, mais est-ce qu'il ne faut pas regarder plutôt le PIB par tête pour voir vraiment les répercussions finalement sur les populations? Quand vous posez cette question, c'est que vous connaissez très bien ma pensée justement sur la question du PIB, etc. Évidemment que le PIB par tête permet d'avoir une vision, à mon sens, plus juste, plus en adéquation avec la situation sociale et économique collective des peuples. Mais ne boutons pas notre plaisir. Aujourd'hui, les BRICS, dans des indicateurs qui ont été quelque part fixés par d'autres instances internationales, réussissent à montrer qu'ils sont capables d'être plus efficients. D'accord, dans cette course-là, dans cette course au développement telle que présentée par l'oligarchie de l'Occident. Un exemple là-dessus, écoutez, pour être concret. Qu'on soit le plus concret possible, aujourd'hui la croissance que l'on rencontre, économique que l'on rencontre en Inde, que l'on rencontre du côté du Brésil, la Chine, je n'en parle même pas, mais aujourd'hui dans l'Occident, personne n'est capable d'avoir ce degré de croissance-là. Il y a une accélération, ils sont partis quelque part descendre pour arriver à un niveau aujourd'hui où ils sont compétitifs avec n'importe quelle grande nation. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'on doit être capable de reconnaître, même si à mon sens, tout ne peut pas être fixé en termes de croissance économique. Il faut aussi qu'on soit capable de voir sur le terrain de la croissance et du développement humain où en sont ces populations. Et là, en effet, il y a des gaps qui doivent être comblés. Mais je pense que sur des critères tels que la croissance économique de manière générale, ces pays montrent qu'il y a un chemin qui peut être tracé et qui n'est pas forcément un chemin occidental à mon sens. Alors, je parlais de refonte du système financier international. On évoque beaucoup cette thématique de la dédollarisation, la banque des BRICS aussi, avec des investissements dans des projets structurants, mais aussi au niveau du secteur privé africain. Mais on sait qu'en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'informels. Comment vous voyez les choses? L'informel est même, j'ai envie de dire, quasiment la règle générale des entrepreneurs aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut y aller pas à pas. Et il faut être capable aussi de comprendre que les BRICS ne répondront pas à tous nos problèmes. Et là, je parle à nos populations africaines de manière générale. Les BRICS peuvent être une opportunité sur certains aspects, sur certains secteurs, pour encourager certains projets économiques, c'est une évidence. Mais il y a une révolution, à mon sens, que nous sommes en train de faire sur le terrain politique, sur le terrain économique, qui doit être effectuée en amont, avant de pouvoir songer à se dire que nous avons pleinement notre place. Comme vous voyez l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est dans les BRICS, mais la santé économique de l'Afrique du Sud, avec toutes les inégalités sociales qu'il y a ici, des inégalités bien sûr, clairement. Mais la santé économique globale de l'Afrique du Sud n'est pas la santé économique des pays de la zone franc, si je dois donner un exemple très précis. Donc il y a un travail qui doit être effectué. Moi je dis que les BRICS sont l'avenir, mais tout le monde ne va pas venir, tous les pays d'Afrique par exemple de la zone franc, ne vont pas venir du jour au lendemain dans les BRICS en tant que tel. Il y a des critères de convergence qui doivent être réunis. Il y a sur le terrain du système économique, nous-mêmes, on a des questions qu'on doit régler par rapport à la logique du franc CFA. On nous parle aujourd'hui d'aller vers la monnaie éco, pas la monnaie éco de Macron, mais la monnaie éco version CEDEAO. Les BRICS, à mon sens, peuvent être un garant d'une stabilité, mais le garant de la stabilité ne peut être présent que si la stabilité doit être d'abord créée, suscitée à l'intérieur de nos rangs. Donc ça, c'est un travail qui doit être fait d'abord en amont par les populations africaines, par les nations africaines, par nos dirigeants, que je secoue régulièrement, mais nous comptons beaucoup sur eux sur ce côté-là. Et s'ils ne sont pas capables de le faire... Pour conclure ce que vous leur dites aux dirigeants, parce qu'il est question d'élargir les BRICS aux pays du Sud global. On parle de 23 nations, c'est ce que la ministre des Affaires étrangères sud-africaine a annoncé, dont 6 pays africains. Vous l'avez dit, on imagine que tous les pays africains ne vont pas pouvoir adhérer aux BRICS, mais est-ce que finalement la véritable adhésion, c'est l'intégration aujourd'hui, par exemple via la ZLECAf, l'intégration panafricaine du continent? Moi je pense que c'est plus dans cet aspect-là que les choses vont se jouer, que dire simplement qu'on rentre dans le cadre de BRICS de manière générale. On n'est pas dans une boîte de nuit dans laquelle tout le monde veut rentrer, il y a des conditionnalités. Et je le dis que si un pays n'est pas en accord avec les conditions requises, qu'on le laisse rentrer, ça va déstabiliser un projet qui est un projet émancipateur pour beaucoup. Donc
les populations africaines doivent assainir leur économie, doivent assainir leur situation politique en tant que telle, doivent lutter à l'intérieur de leur rang contre la corruption. On ne peut pas vouloir rentrer dans une maison propre si nous-mêmes, on n'a pas clarifié notre situation à l'intérieur de nos pays. Et je dis toujours qu'une civilisation, elle est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Réglons nos problèmes internes pour être capable par la suite d'être une valeur ajoutée au sein des BRICS. L'Afrique du Sud montre le chemin. Je pense que le Nigeria, malgré toutes les problématiques de corruption, sera aussi un pays qui entrera tôt ou tard dans les BRICS, parce que si l'Afrique du Sud y est, il n'y a pas de raison que le Nigeria n'y soit pas, malgré certains problèmes sur le terrain économique. Je pense que les pays d'Afrique francophone, entre guillemets, eux aussi doivent faire un travail de fond, en amont, pour être capable de pouvoir se dire qu'ils peuvent rentrer à l'intérieur des BRICS. Alors sans comparer les deux pour terminer, ni la CEDEAO ni les BRICS, c'est pas du tout la même type d'organisation, mais vous pensez que les BRICS doivent rester véritablement uniquement sur le terrain économique et laisser les problèmes politiques de côté, géopolitiques? Je pense que... Parce que vous avez cité le Nigeria, on sait que le Nigeria, il y a des qui dirigent aujourd'hui la CEDEAO, on sait qu'avec les pays sahéliens, c'est compliqué. Mais je pense, Samantha, que derrière votre question, vous avez déjà même la réponse vous connaissant. Vous savez très bien que l'économie guide le politique. Et que par conséquent, tôt ou tard, même aujourd'hui, on dit que les BRICS ne sont qu'économiques, mais la panique que les BRICS suscitent au sein de l'oligarchie occidentale est due au fait que tout le monde sait que c'est une portée politique, politéa, participation à la vie de la cité. Les BRICS sont porteurs d'espoir sur le terrain de la multipolarité politique en tant que telle. Donc, aujourd'hui, c'est économique. Ils ont raison de passer par cet aspect-là. Mais tôt ou tard, je pense que ce sera une alternative même aux grandes pseudo-institutions internationales qui se sont en réalité révélées être des institutions occidentales au centré et absolument pas des institutions représentatives du reste de l'humanité. Je sais que vous avez un peu répondu à cette question, mais je vous la pose quand même. Les BRICS sont très critiqués par beaucoup d'experts finalement issus occidentaux. Voilà. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils disent que finalement, ce n'est pas un bloc aussi puissant que l'on pense. Je dis toujours que ceux qui sont à l'aube de leur déclin essaient toujours de se rassurer sur ceux qui vont les supplanter quelque part. C'est tout à fait normal, c'est humain. On est arrivé à un stade où ce que pensent les autres ne nous intéresse plus. Je vous le dis en toute sincérité et en toute fraternité pour eux, parce que ça reste des frères en humanité malgré tout. Qu'ils aiment, qu'ils n'aiment pas, qu'ils veuillent essayer de rabaisser ou qu'ils comprennent la puissance de ce projet, ne change absolument rien pour nous. Nous sommes la majorité de l'humanité. Et les BRICS sont l'avenir de cette humanité-là. Et eux-mêmes, tôt ou tard, vont être obligés de taper à la porte, même si je ne suis pas sûr qu'on les acceptera tous. Merci beaucoup à vous, Kémy Séba, de nous avoir rejoints ici sur ce plateau en direct depuis Johannesburg pour décrypter ensemble quelques enjeux du sommet des BRICS. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se retrouver dans 30 minutes pour une nouvelle édition spéciale consacrée donc à ce rendez-vous majeur ici en Afrique du Sud. Restez avec nous sur RT en français. Merci à vous.